ils ont trouvé des ossements humains. Il faut faire un travail de datation pour situer l'endroit. Et de manière traditionnelle, on appelle ça chez nous un cheveu. Il est venu, il a fait les trucs traditionnels et il a montré un endroit. Il a dit qu'il y a beaucoup de cadavres ici en bas. Creusez ici. À peine on a creusé qu'on s'est retrouvé en face des ossements humains. C'est notre histoire. Nous sommes en procès parce qu'on nous interdit de parler de ça. Parce qu'on nous dit, vous n'avez pas le droit de parler de ça. Il faut faire le silence là-dessus. Mais nous, ceux qui sont allés là-bas montrer là où on a enterré les gens, eux, ils étaient là ce jour-là. Ils n'ont pas entendu. Ce sont des témoins qui disent, et les voisins sont sortis, une dizaine de personnes pour dire que le jour, c'était ici. Alors, maintenant, la société des historiens. Moi, j'ai remarqué une chose. Je le dis en présence des sommités de l'histoire. Il n'y a pas un endroit où la censure est plus grave que chez les historiens. Il n'y a pas un endroit où l'autocensure est plus prononcée. Même les journalistes sont plus libres que les historiens. Mais les historiens ne disent rien quand leurs intérêts sont menacés. Moi, j'ai découvert ça, j'étais surpris. Est-ce que vous savez que pour qu'on recommande le professeur Chouchoua pour venir ici, celui qui l'a recommandé a fui. Lui qui est professeur d'histoire, lui il m'a dit que Chouchoua est courageux. Donc je vais dire à Chouchoua que va à Yaoundé. Mais il sait de qui je parle. Il sait de qui je parle. Je me rends donc compte qu'au-delà de la censure même, les historiens sont dans l'incapacité de dire ce qu'ils ont vu. Et moi, je viens casser la baraque parce que je ne suis pas historien. Je suis à la base journaliste et puis je suis entré dans la recherche universitaire par d'autres moyens. Mais comment voulez-vous que j'ai autant de documents aussi importants signés de la main des autorités françaises et qui me donnent une liste? Je vérifie, je trouve la personne, je trouve telle. On me dit non, si tu parles de ça, ça va être très grave. Non, ne parle pas de ça. Hey, on ne parle pas de ça ici. Hein. Ne parle pas de ça. Donc, vraiment, je voulais juste regarder ça parce que, madame le recteur, l'une des difficultés majeures, c'est le silence dans les familles. Une famille nous a fait un témoignage extraordinaire. Nous avons enregistré. Quelqu'un est allé voir cette famille pour leur donner 700 000 francs. Ils nous ont envoyé un huissier pour dire que nous avons obtenu ces déclarations-là de manière, c'est-à-dire qu'on les a contraints. Donc vous voyez, c'est-à-dire il a suffi qu'on achète la maman pour que la maman appelle ses enfants pour dire que tout ce que nous avions dit là, on a dit que nous devons renier tout ça. Voilà au moins, voilà une réalité. Donc voilà, professeur, vraiment, je voulais juste attirer votre attention, donner mon avis avant que le professeur Dikoumé. Prof, il y a beaucoup de questions. Merci, une minute. Ce que j'ai compris, c'est que de nombreux Camerounais pensent, et ils y croient vraiment, que l'histoire du Cameroun n'est pas enseignée. Elle n'était peut-être pas enseignée. Et peut-être que le nombre d'heures de cours consacrées à l'histoire du Cameroun n'est pas ce qu'il devrait être. Mais on enseigne l'histoire du Cameroun, l'histoire ancienne du Cameroun, l'histoire coloniale, l'histoire récente, etc., etc. Et je voudrais également dire que par rapport à cette période de l'histoire du Cameroun, de nombreux travaux existent. J'ai dirigé au moins 6 ou 7 thèses
sur ces travaux. Le professeur Tchumchuan a dirigé autant, et d'autres enseignants aussi. Cette thèse existe. Ceux qui auront la curiosité de vouloir les consulter, nous les mettrons à leur disposition. Maintenant, lorsqu'il s'agit du commun des Camerounais, les gens qui ont un certain âge, certains ont subi des traumatismes. Si vous êtes né en Pays Bassa, à l'ouest du Cameroun, dans le Mungo, à Djoum, etc., où la répression a été féroce. Tout à l'heure, nous avons parlé des corps et des têtes qu'on venait jeter sur la place publique. Il y a des familles qui ont été traumatisées, qui ne parlent pas non seulement parce qu'elles ont peur, mais parce qu'elles ne voudraient pas revivre ces événements. Il y a ce qu'on appelle la mémoire enfouie. La mémoire enfouie. Vous savez, mais cette chose vous a fait tellement de mal que vous ne voulez pas revivre, vous ne voulez pas la revivre. En ce qui concerne madame, je crois que aussi bien le professeur Tchumchua que moi, nous sommes à votre disposition et nous prendrons contact avec d'autres collègues. Moi, je suis à la retraite, hein? Mais nous prendrons contact avec d'autres collègues pour vous faciliter les choses. Voilà. Merci, professeur. Et désolé pour votre retraite, vous n'irez pas en retraite, professeur. Vous avez encore beaucoup à apprendre aux Camerounais. On va prendre la deuxième série de questions. 3 questions. Merci. Je suis Moussa Ndjoya. Alors, la première chose, par rapport, je commencerai par ce que le professeur Dikoumé disait tout à l'heure, plus ou moins en réponse, ainsi que le professeur Tchumchua, en réponse à ce que disait le professeur Alphonse Sow, quant à l'autocensure qui règne dans nos universités. Le professeur Dikoumé a semblé nous dire qu'il y a des thèses. Mais il y a 2 problèmes, celui d'abord de la vulgarisation des résultats de nos recherches, parce que généralement nous faisons des thèses parce qu'on veut avoir le doctorat, chercher le travail. Et je peux raconter le nombre de thèses que vous demandez même à leurs auteurs, vous disent qu'ils n'ont plus leurs exemplaires. Donc il y a le problème de la vulgarisation. Et le système a compris que tant que vous faites votre chose dans le milieu clos, qu'est l'université, et que personne n'en sait, vous la faites, mais personne n'est au courant. C'est-à-dire, lorsque vous voyez le grand public, y compris les journalistes qui organisent les débats, les élèves, vous parliez tout à l'heure du recrutement des militants du Manidem qui ciblaient une tranche de la population bien précise, vous voyez que ceux-là ne sont au courant de rien. Donc, ça c'est ma première remarque. Très rapidement, il se pose un problème au Cameroun. Je suis en train de terminer un travail que je vais publier peut-être d'ici la fin du mois sur la trahison politique. Et il y a la question de la sanctification des collabos et de la criminalisation des nationalistes, comme vous l'avez dit tantôt. Ceux qui ont les monuments, Penka Michel, Fauchivé, dans mon village, Aruna Ndjoya, bizarrement, qui était le père de Ndam Ndjoya, et bien d'autres, étaient des collabos. Mais si vous demandez à un jeune Bamoun aujourd'hui, même trentenaire, où se situe la concession de Félix Moumier, qui est en Kunga, qui est à l'entrée de la ville, personne ne connaît. Ils sont même surpris que vous leur dites que mais Samuel Mekou était là, c'est lui qui a implanté l'UDC dans les années 90. Donc il y a cette question-là qui se pose et qui rejoint la préoccupation peut-être de la professeure Nadine Machikou, que je suis très heureux de retrouver ce soir, sur la vie de la famille. Et le professeur Ndito Pierre de la famille de Moumier a fait un excellent ouvrage sur le portrait de Moumier et peut-être ce serait un informateur intéressant. Donc, mes 3 questions sont simples. D'abord, professeur, comment se faisait le recrutement des militants du Manidem, le premier Manidem? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'indiscipline. Est-ce qu'on s'intéressait d'abord à la trajectoire, à la moralité? On les recrutait comment, ces militants du Manidem?
Parce que l'un des problèmes des organisations politiques, des formations politiques au Cameroun, c'est ce déficit de recrutement-là. Quelqu'un adhère, 3 jours plus tard, on le met au bureau national du parti, on le confère. Après, il dit qu'il a démissionné, c'est la présidente. Deuxième chose, comment se faisait la formation idéologique à l'intérieur de ces manidèmes-là, globalement. Et la troisième question que je me pose, c'était quel a été le rôle du tribalisme dans l'échec du mouvement nationaliste? Ça, le professeur Tchoum, tu as pu y répondre. La place du tribalisme dans l'échec du mouvement nationaliste. Parce que nous remarquons que tous les noms, pratiquement tous les noms qu'a cité le professeur Dikoumé, c'était surtout des Douala et quelque peu les Bassa. Même la désignation du journal, la dénomination du journal, de l'orchestre, etc. Alors, et on a vu les travers de l'UPC au lendemain des années 90, ce qu'on a appelé la bassaïsation de l'UPC. Alors, quelle était la place du tribalisme dans l'échec du mouvement nationaliste camerounais? Je vous remercie. Je m'appelle Dr Tchankam, je suis enseignant d'université. Professeur, moi je veux un peu attirer votre attention sur le fait que vous semblez avoir oublié, et on vous l'a dit, que si l'on vous explique le Cameroun et vous dites que vous avez compris ce que vous n'avez, on ne vous a pas bien expliqué. Comment pouvez-vous accepter qu'un événement aussi grandiose que celui-ci soit vraiment dans cette forme d'anonymat? Je m'explique très bien. S'il y avait un match Cameroun-Maroc, cette salle, il n'y aurait même pas d'espace pour passer. Mais lorsqu'on veut ressusciter notre mémoire, notre conscience, voilà où est-ce qu'on en est réduit. Deuxième remarque, monsieur le professeur, je vous dis très bien, tout à l'heure quand vous dévoilez ce que nous appelons ici le mémorial du nationalisme, moi je me demande dans quelle planète vous vivez. Parce que vous ne comprenez pas que l'objectif actuel est de se remplir les poches, construire des villas, enterrer de grandes voitures de 190 millions qui auraient pu nous permettre de construire aujourd'hui autant de mémorials que possible. Celui de Wandier, celui de Oumniobé, etc. Voilà la réalité. Ça, vous ne comprenez pas. Quand vous vous mettez debout, on vous prouve le patriotisme en allant construire ce qu'on appelle monument patriotique en pleine ville. Parce qu'on sait que c'est là où Jésus-Christ passe pour le 20 mai, pour montrer combien on est patriotique. Et on y met le ballon et je ne sais pas quoi. Comprenez que ça, c'est une marque de génie. Il faut admirer cela, monsieur le professeur. Vous ne comprenez pas cela. À coup de milliards, cela aurait pu résoudre tous ces problèmes. Regardez cela très bien. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la déchéance mentale d'un pays. Ça, c'est la déroute. Soyons honnêtes. Parce que là, quand vous vous échinez, vous travaillez, professeur Dikoumé, il y en a plusieurs. Cette salle devait être remplie. On devait même chercher de l'espace sans trouver. Parce qu'il faut ressusciter ce qui nous appartient, ce qui nous a touchés. Mais voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Moi, je vous dis simplement, beaucoup de courage. Et s'agissant du fameux mémorial, le combat devra continuer et je vous suggère qu'on se mettra ensemble pour attaquer même la diaspora si on peut obtenir de l'aide pour réaliser ce mémorial. Je vous remercie. Good evening to everyone. I'm called Lemu Stephanie, a student at the University of Yaoundé 1. I'm offering performing art and cinematography. I just have 6 questions to ask you people. Okay. I'll ask 2. The first question is that what impact has Manidem had on the Cameroon economic development? And the second question is that what is Ernest Wanti's legacy in Cameroon? Merci le panel pour les réponses. Et on prendra une dernière série.
j'ai un point sur lequel je vais sauter, sur les chefs. Je pense je voulais d'abord aborder cette question par un témoignage. C'est écrit, j'ai oublié le titre du livre. C'est un administrateur colonial qui écrit. Il raconte la relation entre le chef Bayangam et le chef Baham. Il dit que les deux étaient des ennemis jurés, entre parenthèses. Quand il y avait une cérémonie officielle, il était obligé de faire déposer entre les deux chefs, parce que les deux ne s'entendaient pas. Un jour, en rentrant de Baganté, il faisait nuit, il s'est dit, bon, je vais faire un stop à la chefferie Bayangam. Et il était surpris de voir la voiture du chef Baham dans la cour. Et il dit, mais comment? Ces gens qui ne se saluent jamais. Comment ça fait que la nuit, ils se fréquentent, ils se saluent? Et dès que le chef apprend que l'administrateur colonial arrive, il disparaît. Et il en a gardé un souvenir, il a écrit dans ses livres, l'administrateur en tournée. Et pour dire que une des dimensions de relation à l'Ouest, dans les systèmes hiérarchiques, c'est la ruse. La souci de la ruse. Le discours qu'on tient en public, même quand le cri n'est pas toujours ce qu'on fait. Le chef Baham Bawang de mon village peut être un exemple. Il a hébergé Momopol. Il était un adversaire des nationalistes. Jusqu'à ce qu'on l'attrape, on l'amène à Bangou pour qu'il change et qu'il trahisse. Donc, beaucoup de ces personnes vivaient dans le double jeu. Donc, quand on a étudié ça, à cause du rapport de force défavorable, c'est l'autre qui, dans le marché des Grecs, raconte que quand les rapports de pouvoir sont défavorables, la personne essaie de capter ce pouvoir défavorable par la ruse. Et beaucoup de chefs ont utilisé cette ruse-là. Ils étaient en même temps d'un côté et de l'autre. Ils jouaient sur deux tableaux. Souvent, ça aussi, il faut, même ceux quand on vous raconte l'histoire de Bangou, n'est-ce pas? Même ceux qui étaient complètement précis ont joué sur deux tableaux, toujours en train de jouer un peu. Donc, je voulais quand même que, quand on étudie globalement, il faut bien avoir cette approche théorique-là pour comprendre un peu l'ambiguïté de la situation où on se trouve. Maintenant, la question de la sanctification des collabos. En fait, le gros problème, j'ai oublié de dire, c'est que nous sommes dans la mémoire de la défaite. Ceux qui ont pensé le Cameroun, ou qui ont projet pour le Cameroun, n'ont pas eu le pouvoir politique. Ce sont les adversaires de l'indépendance qui pensent que c'est qui ont eu le pouvoir. Et ils ont instauré autour de ça un blackout. Ils ont instauré un blackout. Ils ont instauré, j'ai étudié au temps d'Aïdjo. L'histoire commençait avec Aïdjo. Avant, c'était rien du tout. Donc, jusqu'à aujourd'hui, le système actuel a hérité de cette situation où les adversaires de l'indépendance gèrent le pouvoir indépendant. Et donc, sur tout ce passé, on a fabriqué un blackout. Et c'est pour ça que ça se traduit donc par cette forme de sanctification de collabo. On essaie de fabriquer des héros fictifs pour compenser le vide laissé par les vrais héros. C'est ça l'histoire, c'est clair et net. Et donc, même pour comprendre l'histoire du Cameroun, il faut comprendre par là. Et donc, c'est dit que et tant qu'on n'a pas, et pour moi, on ne peut pas gommer l'histoire, on ne peut pas effacer. On peut l'enfuir comme l'enfuir, mais on est malade, ça devient une amnésie. Donc, le travail que nous faisons, c'est de déconstruire ces récits-là. Et pour déconstruire, il faut d'abord savoir ce qui s'est passé. Même ces thèses-là, un jour, il faut d'abord que ces thèses soient là. Le malheur aujourd'hui, c'est que quoi? Aujourd'hui, il y a un travail démoniaque qui se passe. C'est que c'est les administrateurs coloniaux qui sélectionnent maintenant les enseignants d'université. Ah oui, c'est ce qui se passe. J'ai des étudiants qui ont fait des formidables thèses au Cameroun et qui aujourd'hui publient encore dans les revues. Ils sont obligés, Noubou a été obligé de partir au Canada parce qu'il n'a pas pu, pendant 6-7 ans, on ne l'a pas recruté. L'autre est rentré en France, ainsi de suite. Beaucoup sont obligés de s'expatrier parce qu'ils ont fait de bonnes thèses. Ils s'écrivent jusqu'à aujourd'hui, ils publient, mais ils ne peuvent pas être recrutés. Vous ne pouvez pas conduire. Donc, le gros problème, c'est ça. L'autre problème de chez nous aujourd'hui, c'est quoi? C'est que à l'université, on est un peu libre. Mais au secondaire, ce sont les manuels du secondaire sont conçus par qui? Voilà. Et conçus dans quel contexte? Souvent, ce sont des... Moi, j'ai eu le bonheur de participer en France
à la confection des manuels, de la commission des manuels scolaires. Chez eux, c'est des professeurs d'université qui font les manuels du primaire et du secondaire. C'est des vieux professeurs. Moi, c'était Hubert Bonnet. Je suis Hubert Bonnet. Alors, ici, on prend des inspecteurs qui ont licence plus 2 ans à l'école normale, qui n'ont même pas souvent une formation soutenue d'historien pour fabriquer les programmes pour enseigner de la 6e en terminale. Vous comprenez? Donc, tant qu'on ne va pas résoudre ce problème des programmes scolaires enseignés au Cameroun, on va voir toujours que les thèses vont rester. Ça, c'est le deuxième problème. À l'université, lui, il a fait le programme de l'université, je l'ai aidé. Juste aujourd'hui, la plupart des programmes, c'est nous qui l'avons fait. Personne ne m'a mis en prison parce que j'avais enseigné le nationalisme, ainsi de suite. On est quand même un peu libre là-bas. Mais au secondaire, qui est la mamelle là où on se structure, c'est complètement phagocyté. Le troisième problème aussi, c'est la politique du livre. Tant qu'il n'y a pas une politique du livre au Cameroun, ne vous leurrez pas. Prenez une ville comme Bordeaux, combien de bibliothèques il y a. Vous publiez un livre, la plupart des bibliothèques achètent le livre. Et ton université achète le livre. Et les lycées achètent les livres. Donc, seulement les bibliothèques peuvent acheter le 3/4 des livres. Ici, là, vous publiez, même votre département n'achète pas le livre. Alors, comment vous voulez que ça puisse progresser? Vous comprenez? Voilà les problèmes auxquels nous heurtons. Tant que nous n'avons pas fait lever ces barrières-là, il est difficile de ne pas avoir une histoire de collabos à la place de l'histoire vraie. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci. Bon, alors, M. Moussa Njoya, vous allez écrire un truc, la sanctification des collabos. Hein? Bon, alors, vraiment, rejoignons-nous. Retrouvons-nous parce que le gros monument qui se trouve... Alors, le procès a eu lieu aujourd'hui à Tchang. Il a été renvoyé à la semaine prochaine, le 22. Oui. Oui, mais nous devons, avant d'aller poursuivre ce Mengue, commençons d'abord par régler le problème à Bansoa. Oui, et justement, dans cet ouvrage-là, le silence s'est fait sur la collaboration. Non, prof, il y avait une question. Bon, vous avez demandé comment se faisait le recrutement. Le centre du Manidem était à Douala. Celui qui dirigeait le Manidem au Cameroun, M. Mouen Gaspard, travaillait à Douala. J'ai dit tout à l'heure que les cibles étaient d'abord les élèves, les étudiants, les jeunes cadres dans les entreprises, les enseignants, etc., etc. Donc, mais j'ai été personnellement étonné de voir des gens qu'on avait arrêtés à Garoua et des gens qu'on avait arrêtés dans la région de Kribi et dans le centre. Lorsque je suis arrivé à la BMM, dans les cellules, on trouvait des gens originaires de plusieurs régions. Donc ce ne sont pas seulement les Douala, ou bien ceux qu'on appelle les Sawa, qui étaient membres du Manidem. Il s'est trouvé que Mouen Gaspard était étudiant en France, sa femme était membre de l'UPC. C'était la sœur aînée de Kalalobe, qui est décédée récemment. C'était la sœur aînée de Kalalobe. Elle était formée idéologiquement et c'est elle qui a fait entrer son mari dans l'UPC. Et puis après, on a envoyé... mais ceux qui ont en France, le Manidem, je vous ai cité les noms ici, hein? Michel Ndo, Makit et d'autres, ce n'étaient pas des Douala,
il y a Nkoko Priso qui était Sawa, qui était Abo. Tous les autres appartenaient à différentes aires culturelles du Cameroun. Donc, le recrutement se faisait surtout au sein des établissements. Et c'est même cela qui a permis à la police politique de mettre facilement la main sur certains étudiants ou élèves. Par exemple, lorsqu'ils sont allés, le premier écrit qu'on a fait sur le premier graffiti sur les murs, on l'a fait en face du collège Liberman. Donc la police s'est tout de suite posé des questions. Est-ce qu'il n'y a pas eu une proximité entre ce graffiti et le collège Liberman? Et on s'est mis à chercher. Bon, le recrutement se faisait de proche en proche. C'est-à-dire que on importait de la littérature. Cette littérature était surtout de l'idéologie de gauche. Cette littérature était distribuée aux jeunes un peu partout. Et ceux qui étaient enthousiasmés par cette littérature, on essayait de les recruter. Certains pour former des cellules. Voilà. La formation idéologique. Je vous ai dit que la base du Mandem au départ en France, c'était le marxisme. Mais eux, ils parlaient du nationalisme révolutionnaire. Parce que ce n'était pas seulement des marxistes qui avaient été engagés par le Mandem. Je vais donner l'exemple de Mongo Betty. Mongo Betty n'a jamais été un marxiste. Il était un peu ce qu'on peut appeler un homme de gauche. Mais ce n'était pas un marxiste. Et il y a des camarades que je connais qui n'ont jamais été des marxistes, mais qui ont occupé des positions importantes au sein du Mandem. Bon, le tribalisme, j'ai déjà répondu à la question. Quand je suis arrivé à Yoko, j'ai trouvé des gens qui venaient un peu de partout. Et puis, je ne voudrais pas être méchant. Quand ça a commencé à marcher, certains sont montés un peu sur leurs grands chevaux. Ils se sont vus comme de grands révolutionnaires. Et parfois, ils ont manqué de prudence. Lorsque vous êtes dans la clandestinité, vous devez être neutre. Vous devez être comme le commun des mortels. Wungli, même s'il a changé par la suite, Wungli a joué un rôle extrêmement important dans le maquis au sud Cameroun. Le maquis qui partait du Congo, d'une ville qu'on appelle Ouesso, pour le Cameroun. Wungli a connu une mutation par la suite. Moi, je préfère appeler ça une mutation. Mais c'était pendant la période Biya. Ce sont les Wungli Masaga qui ont remis en marche le mouvement révolutionnaire au Cameroun. Hein? Je connais cet ouvrage. Le jour où on l'a présenté à Douala, j'étais là et j'ai fait une critique contre le titre déjà de cet ouvrage. Il y a des choses, non, je ne dis pas qu'il y a des choses intéressantes,
Mais ça, c'est une question qui a été mal posée. Bon, madame, le Manidem, quel rôle sur le plan économique? Le Manidem était d'abord un mouvement en formation qui voulait prendre le pouvoir, mais plus par la guerre, par la politique. Il fallait d'abord que les gens soient formés sur le plan idéologique. Et puis je peux dire également que le Manidem voulait prendre le pouvoir, n'était pas encore au pouvoir. L'idéologie, c'était une idéologie de gauche, mais ce n'était pas proprement j'ai parlé de marxisme, même si ceux qui étaient à la tête, de ceux qui étaient à la tête du marxisme en France, à la tête du Manidem en France, étaient d'obédience marxiste. Bon, je crois que c'était la deuxième. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Merci. Complément d'éléments, professeur, oui. Oui, je voulais, s'il vous plaît, d'abord sur le tribalisme, je crois qu'il faut revenir. J'avais fait une conférence ici sur le président, je ne sais pas quelle année, et j'ai essayé de travailler sur l'émergence du discours tribal dans l'espace camerounais depuis la Première Guerre mondiale. Je veux dire que quand vous regardez très bien la fabrique de la tribu et de l'ethnie, d'abord de la race, parce que ça commence par la race, c'était la race Bamileke, race ceci. C'est une fabrication française. C'est les Français qui commencent à utiliser les antagonismes ethniques pour combattre toute résistance à la France. D'abord des Douala. Parce que c'est les Douala qui écrivent, pendant la deuxième, entre deux guerres, eux qui écrivent à SDN, eux qui écrivent. Alors, ils vont monter qui Charles Atangna. Il va dire, nous ne sommes pas de la même race. Les races Douala. Donc, c'est l'instrument de la race est une fait politique français. Et à partir de 1948, c'est tous les Français qui vont utiliser ça. D'abord, pour, on appelle ça Nyong et Sanaga. Il y a de Nyong et Sanaga pour préparer le discours national. Les Bassa, les Bamileke, c'est eux qui l'instrumentalisent. Donc, ce n'est pas battre le discours ethnique, de refuser, nous ne sommes pas les... on n'a pas écrit sur ça. Donc, c'est de dire que nous ne sommes pas des tribalisateurs, oui. Donc l'instrument ethnique est fait partie de l'une politique coloniale. Le Cameroun indépendant l'a utilisé encore à bon escient. Oui, et les yeux aujourd'hui. Donc, ce n'est pas des partis politiques qui veulent remettre, c'est d'abord une pratique politique du pouvoir depuis l'époque française. Les Allemands ne connaissaient pas ça. Donc, vous voyez, donc dire que les chèques, ce n'est pas les dire. Les chèques, c'est peut-être qu'ils n'ont peut-être pas eu tous les instruments pour résister à ça, mais comment on peut résister à ça? Quand on a les gens, on la presse, ils ont tout fabriqué, tout. Donc ça, c'était, je voulais tenir à soulever ça. About what is the legacy of Ernest Wandi in Cameroon? The legacy of Ernest Wandi is, you can say, a no to domination. To no to imperialism. For me, it's the first thing you have to say no. Even by giving my life, I say no to domination. The other can come without freedom, without where we are self-independence. You cannot achieve anything. And he has said to all the youth that there's a moment in the life you can say no and pay the price. And he has paid the price. And it's our time to pay the price. There is nothing in the life who is free. If you want to be, who is easy, you want to be free, you must pay the price. I think for me, this is the only legacy you can see. It is small, but it's big.
Thank you very much. Professeur, une dernière question. Elle est la mienne. Oui. Permettez que je la pose en toute naïveté. Oui. Au vu de ce qui s'est passé il y a un peu plus de 55 ans au Cameroun avec l'assassinat de Ernest Ouandjé, dont nous commémorons la journée aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé avec Anissé Kané, Dieucam Tchameni et les autres, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'en réalité, cette lutte pour le nationalisme se poursuit d'une manière ou d'une autre au Cameroun en 2025, en 2026? Bon, si vous voulez mon avis, je pense qu'on avait pensé que on avait cru que c'était terminé. Alors, quand vous voyez la faune des politicards qui sont... Alors, j'avais fait une vidéo pendant les élections pour dire il y a les lièvres, il y a les coureurs. Donc, ceux qui avaient suivi ce post, vraiment, j'étais sans ambiguïté sur qui est lièvre et qui est coureur. Et je pense avoir vu juste. L'attitude du Manidem rappelle qu'il y a encore de la réserve. La mort d'Anissé Kané, comme ils ont dit, c'est le grain que l'on a semé. Et la moisson est attendue. Il ne faut pas désespérer parce que Anissé Kané n'est pas mort pour rien. Le nationalisme camerounais vivra. Notre génération, qui est déjà vieillissante, ce n'est pas des actes comme ceux-là que nous allons rappeler à la jeunesse qu'il y a un combat. Alors, il y a un homme politique qui a fait une déclaration qui fait le tour du monde. Il a expliqué qu'il avait les boutons et qu'il n'avait plus faim. Bon. Maintenant, donc, moi, mon fils a failli me tabasser parce que je lui disais, non, ce gars-là, vraiment, essaie de trouver un autre parti politique. Mon fils s'est rendu à l'évidence après qu'en réalité, ce n'était pas ça. Donc, je voudrais... le professeur Chouanka m'a dit qu'on est trop peu nombreux. Non, non. Je voudrais vous remercier parce que nous sommes suffisamment nombreux. Parce que ce n'est pas en remplissant une salle de 100 000 personnes. On peut être seul au milieu d'une file d'1 million de personnes. Mais ceux qui sont ici, c'est ceux qui ont voulu être là. Et je peux vous assurer que chacun d'eux, je serai content que chacun d'eux rentre en ayant compris, en ayant retenu au moins le peu que nous avons voulu qu'il retienne. Je voudrais saluer une présence ici. Ne m'accusez pas de faire la discrimination. Nous avons ici un patriarche, un chevalier du micro, quelqu'un qui a écrit, fait son premier journal en 1965. Je voudrais qu'on applaudisse. D'être venu. Et voilà. Merci. Alors, on va donc terminer, s'il vous plaît. Merci, monsieur le modérateur. Et les usages, la méthodologie voudrait que vous procédiez à la conclusion de cette conférence débat. Merci beaucoup. Alors, je voudrais me lever pour dire merci à Ruben. Ruben, qui est le propriétaire et le gérant du centre culturel Ubuntu. Ruben est là. Ruben, viens ici, Ruben. Viens. Pardon, ne t'enfuis pas, Ruben. Ruben est tellement modeste qu'il ne veut même pas qu'on le salue. Ruben, viens te mettre ici, qu'on te voit. Si tu n'es pas encore marié, je vais te donner une deuxième femme, une troisième. Même si tu es Alors, Ruben est la pierre angulaire de promotion de la culture au Cameroun. Regardez-le bien.
Ça n'a l'air de rien. Mais regardez les instruments. Vous voulez écouter du bon jazz. Venez ici. Vos enfants ont de 1 à 10 ans. Il y a un cours d'intelligence artificielle qu'on donne ici. Tous les samedis. Ordinateur et tout, et tout, et tout. Ici, vous avez un espace de vie, de culture. Donc je voudrais dire merci à Ruben de nous avoir accueillis chez lui. Je voudrais aussi dire merci à tous ceux qui sont là. Une salve d'applaudissements encore pour les membres de l'association Comcho. Ils sont où? Venez, venez, venez ici devant, venez ici devant, venez ici devant. Venez ici devant. Venez, 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 venez. Alors, Hervé est le secrétaire général de l'association Comcho. Et Rodrigue Chassem est un notable de l'association Comcho. C'est lui qui est la machine qui fait tourner le piston. C'est lui qui fait la mise en page, la mise en scène, la mise en page que vous voyez au mur là. C'est lui qui est en fait le chef réalisateur de la télévision, celui qui gère la télévision. Merci beaucoup. Merci à tous les amis. L'association Comcho, vous voulez adhérer, voyez avec Rodrigue et avec Dr Hervé Tiwa. Voilà. Alors, juste une dernière formalité. Les notables, s'il vous plaît, il y a un petit quelque chose là-bas. On va vous servir, s'il vous plaît. Il y aura aussi un peu du vin. Ne refusez pas. Madame le recteur, s'il vous plaît. À tout seigneur, tout honneur. S'il vous plaît. Madame le recteur va se lever. Et les notables vont la suivre. Le grand frère va la suivre. Et les autres vont les suivre là-bas, au petit coin. Et maintenant, après, nous autres, là, les Nyama, nous viendrons bien après. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Salve d'applaudissements une fois de plus, mesdames et messieurs. Je rappelle que ça est donc l'histoire qui s'écrit davantage avec la célébration des 55 ans de la disparition de NS Wandier. Et c'est tout un programme puisque tout n'est pas fini. Je rappelle que ce vernissage, l'exposition se poursuit au sein du complexe Ubuntu jusqu'au jeudi prochain, 21 janvier. Et en passant, mercredi, vous aurez une grosse représentation théâtrale dans l'enceinte même de ce complexe qui nous reçoit. Merci infiniment à vous tous, mesdames et messieurs, d'avoir pris de votre temps. Merci au professeur Albert Dikoumé, merci au professeur Chumchwa Emmanuel. Merci également à vous tous qui êtes venus. Et ne l'oubliez surtout pas, apportez votre brique pour la construction du mémorial du nationalisme camerounais à travers les numéros Orange Money, Mobile Money et surtout, il existe en ligne une plateforme de distribution. Vous pouvez consulter le lien sur le document qui est en votre possession. Merci infiniment, portez-vous bien et que vive le nationalisme camerounais. Janvier 1971, ici, à